Bonjour. Après avoir évoqué donc la nutrition des microbes, les microzymas de Béchamp, les expériences et conclusions de Jules Tissot et encore d'autres chercheurs à la fin du 19e siècle, toujours dans cet exposé du docteur Yves Cousigou, donc dans son manuel Phobie des microbes et manie vaccinale, nous voici dans un intéressant chapitre de nouveau qui titre « Toute inoculation vaccinale est néfaste. Seule la soumission à l'ordre naturel est bienfaisante. » Donc voici ce qu'il en dit très brièvement. « Tout microbe pathogène se métamorphose chez les malades et l'immunité n'existe pas. L'enseignement pasteurien admet que le microbe pathogène n'existe plus dans l'organisme au moment où la prétendue guérison est obtenue. C'est une affirmation a prioriste ne reposant sur aucune preuve, et les faits que nous avons exposés prouvent suffisamment que tout microbe évolue dans son espèce en passant par 3 phases principales de métamorphose. Donc, on le rappelle, que sont la virose, la bactériose, la mycose, et que sa pérennité physiologique, donc, à ce microbe, c'est-à-dire une longue vie, lui est assurée pour de nombreux siècles. Donc, dans cette petite partie, le docteur Cousigou, avec tous les exposés comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, rappelle l'apriorisme de Pasteur qui dit que le microbe pathogène n'existe plus dans l'organisme au moment de la guérison de la maladie. Pour Béchamp, Tissot et tous les chercheurs dans cette lignée, qui étaient donc physiologistes pour Tissot, physiologistes, médecins et chimistes pour Béchamp, alors que Pasteur n'était que chimiste, il faut le rappeler, chimiste hémiplégique de plus depuis de nombreuses années quand il a commencé ses recherches sur la vaccination. Ils ne sont donc pas d'accord sur ce point de vue et ici le docteur Cousigou nous rappelle ô combien ce microbe n'a pas disparu, il est en métamorphose et sa pérennité physiologique lui est assurée pour de nombreux siècles, comme il l'écrit. Au chapitre suivant, il traite de l'immunité vaccinale qui n'existe pas et il le rappelle encore, on l'a vu aussi dans les lectures précédentes. Cette immunité vaccinale, elle n'existe pas pour lui et elle n'est que la phase mycélienne des maladies, en titre donc de cette suite. Voici ce qu'il nous expose. Le professeur Jules Tissot a étudié expérimentalement le développement des microbes in vitro et in vivo et nous donne les précisions suivantes. Nous citons maintenant le professeur Jules Tissot. Les éléments de moisissure évoluent en passant par 4 stades successifs. Agglomération des éléments isolés, fusion de ces éléments pour former des masses germinatives, germination et formation de filaments mycéliens, segmentation du mycélium. Transportée dans l'organisme animal, la culture bactérienne d'un agent pathogène évolue comme dans un milieu de culture in vitro. Étudier cette évolution dans l'un ou l'autre des 2 milieux consiste à observer la formation des masses germinatives, leur germination et la segmentation en mycélium. Pour toute moisissure, le développement bactérien qui s'effectue pendant une période de 6 à 10 jours, phase fermentive ou bactérienne, quelquefois plus longtemps, comme dans le cas de la fièvre typhoïde, entre parenthèses. Donc ce développement bactérien passe ensuite à l'état mycélien du 8e au 10e jour. C'est donc la phase mycélienne. On peut considérer la phase mycélienne comme établie à partir du moment où, son développement étant très accentué, la phase fermentative ou bactérienne est, d'autre part, considérablement réduite. Ce moment coïncide avec l'établissement de l'état anaphylactique,
c'est-à-dire de l'état qui expose l'animal au choc anaphylactique s'il reçoit une deuxième injection de l'antigène. Ça, c'est vraiment une remarque d'extrême importance à prendre en considération au plus haut point, ajouterai-je en commentaire. La phase aiguë d'une maladie correspond à la phase de développement bactérien de la culture de moisissure et est suivie d'une phase chronique de longue durée correspondant à la phase de développement mycélien de l'agent pathogène. L'inoculation de la vaccine antivariolique communique la mycose de la moisissure vaccinale. Le développement de cette mycose en général s'accompagne du développement de matières agglutinantes, matière hyaline, mycofibrine, qui provoquent le passage rapide à l'état de masse germinative, puis à l'état mycélien. Des éléments bactériens qui pénètrent dans l'organisme dans une nouvelle contamination. Voilà en quoi c'est un tout autre regard, notamment de l'inoculation de la vaccine dans le cas cité ici. Avec ces considérations donc de phase chronique et de phase aiguë tout d'abord et de phase chronique, donc phase aiguë, le développement bactérien, phase chronique, le développement mycélien. Nous poursuivons. Ainsi est évitée ou rendue insignifiante la phase aiguë ou bactérienne d'une maladie. Mais cet état vaccinal comporte obligatoirement l'infection de l'organisme par l'agent pathogène et l'établissement de la phase mycélienne de cette infection. Comme pour les autres maladies persistant à l'état chronique dans l'organisme sous forme de mycose de longue durée, la mycose vaccinale ou mycose variolique peut être la cause de manifestations pathologiques tardives. Entre parenthèses, éruption cutanée, trichophytie. Ça ne seraient pas les manifestations les plus graves, pourrait-on dire. Voilà l'explication donc du fait que l'on pense éviter la maladie avec ces injections de vaccines. Or, on passe de l'état aigu à un état chronique avec un développement d'une maladie sous forme de mycose et des manifestations pathologiques tardives. C'est toujours Jules Tissot que je cite ici, rapporté par le docteur Yves Couzigou. Il continue donc, Jules Tissot. Les termes immunité et vaccination sont donc de vains mots qui ont une fausse signification. L'immunité par vaccination ne s'acquiert qu'en conférant à l'individu la phase chronique de la maladie, qu'on veut précisément éviter. Phase chronique qui comporte, dans un avenir récent ou très éloigné, de redoutables complications. Les notions nouvelles que comporte ce livre montrent que la médecine est encore bien arriérée. Il l'écrivait en 1926, 1936 et 1946, pour rappel, le professeur Jules Tissot. Son livre et ses observations sur plusieurs tomes, 3 tomes donc au total, de 500 pages, chacun format A4. D'énormes ouvrages. Les notions nouvelles que comporte ce livre montrent que la médecine est encore bien arriérée et surtout que, depuis l'élaboration des néfastes doctrines pastoriennes, ces progrès ont été non seulement arrêtés, mais que c'est surtout l'accumulation d'un grand nombre d'erreurs nouvelles qui a constitué l'évolution de la médecine depuis 3/4 de siècle. Depuis 75 ans, donc. Le mécanisme de cette prétendue immunité qui rend bénigne la phase aiguë d'une deuxième infection est la formation par l'antigène dans le sang de l'immunisé d'une substance fibrineuse agglutinante, antitoxine, qui agit sur les éléments bactériens qui causent une deuxième infection et les réunit en amas qui formeront ainsi des masses germinatives qui provoqueront le passage direct du virus à l'état mycélien.
toujours dans ces considérations de polymorphisme microbien. Ce mécanisme très simple est la seule cause de cette prétendue immunité qui n'est en réalité que l'existence de la phase chronique d'une maladie avec toutes les complications et dégâts quelquefois redoutables qu'elle peut occasionner. En d'autres termes encore en commentaire et en traduction, parce que vous avez l'exact détail du raisonnement de ces chercheurs qui ont raisonné de manière tout autre que Pasteur, tout simplement en ne niant pas ce qu'ils ont vu, alors que Pasteur, lui, niait ce qui était sous ses yeux, mais ça ne l'arrangeait pas pour avancer sa théorie. En d'autres termes, donc, vacciner, c'est donner la maladie sous une autre forme chronique d'ailleurs, et pour de nombreuses années. Et selon l'état du terrain de la personne vaccinée, toujours, les effets peuvent être plus ou moins graves en effet adverses. Voilà, jusqu'au choc anaphylactique, encore une fois aussi, on le rappelle. Et un vaccin peut tuer, on le sait aujourd'hui maintenant, de la parole d'infectiologues, donc de personnes du corps médical qui veulent bien l'admettre, sans trop de complexe par contre. Je ne pense pas que quand on est en bonne santé ou quand on a un enfant en bonne santé, on puisse raisonnablement s'exposer à un tel risque, qui n'est pas quantifié, puisqu'évidemment le facteur humain ne pouvant considérer que la vaccination soit mauvaise, tellement les esprits ont été conditionnés depuis Pasteur, il est impossible de quantifier ces effets adverses et ces décès post-vaccinaux, puisqu'il est difficile pour l'esprit humain, pour la plupart des individus, de considérer qu'un vaccin puisse engendrer la mort. Or, c'est bien le cas. Parenthèse refermée, nous poursuivons avec Jules Tissot. Une des grosses erreurs de la médecine actuelle est de croire terminer l'infection par un virus hétérogène quand la température est redevenue normale et quand les troubles de la période aiguë ont disparu. En réalité, la maladie n'a fait que passer du court stade bactérien au long stade mycélien de la phase chronique qui dure des dizaines d'années et dont les accidents peuvent être beaucoup plus graves que ceux de la phase aiguë. C'est la même erreur que l'on commettrait en croyant guéri la syphilis quand le chancre initial a disparu. C'est surtout un but commercial qui provoque les affirmations des bienfaits de la vaccination. C'est l'observation donc que Jules Tissot faisait déjà à l'époque en première partie du XXe siècle, donc entre 1920 et 1946. Fin de citation donc pour le professeur Jules Tissot. Donc le docteur Cousigou termine en commentant. Nous ferons remarquer que l'antitoxine ou l'anticorps spécifique produit par l'antigène chez le malade est une substance agglutinante favorisant la formation de masses germinatives spécifiques, c'est-à-dire de leucocytes spécifiques donnant des mycéliums spécifiques. Nous avons exposé que tout antibiotique ne faisait que favoriser le passage de la phase bactérienne à la phase mycélienne en formant des leucocytes également. À notre avis, dans chaque espèce microbienne, l'anticorps n'est que l'antibiotique spécifique favorisant le passage de la bactériose à la leucocytose spécifique, entre guillemets, puis à la mycose. Les thérapeutes font de l'horticulture microbienne sans s'en douter et croyant supprimer un agent pathogène, ils en favorisent au contraire le développement mycélien. Et depuis l'usage exagéré des antibiotiques, il est incontestable que le nombre des mycoses a augmenté chez le malade. Dans notre livre « La vie au secours de la vie » écrit en 1945, donc ça c'est le docteur Yves Cousigou qui est l'auteur de ce livre, « La vie au secours de la vie », nous considérions déjà l'antibiothérapie comme une mycélium thérapie, entre guillemets, tout antibiotique étant une sécrétion d'un être mycélien, peut être une zymase ou une zymospore. Point d'interrogation, il se pose la question donc.
Et au sujet des études de Bataillon sur la parthénogénèse provoquée en piquant des œufs vierges de grenouille avec du sang de grenouille et prouvant le grand pouvoir de stimulation parthénogénétique du leucocyte, nous faisions remarquer que le leucocyte, étant une masse germinative favorisant la vie autonome des êtres microbiens, se rapproche des œufs et des spores, favorisant et perpétuant la vie organisée des humains, des animaux et des végétaux. Loeb, donc L-O-E-B pour le nom de ce chercheur, Loeb, dans ses expériences de parthénogénèse où il utilisait l'eau de mer, n'a pas vérifié la vitalité des innombrables mycéliums et par suite des leucocytes que cette eau pouvait contenir, selon le professeur Jean Kelling. 1 gramme de terre arable contient environ 40 mètres de mycélium. Et il faut admettre qu'1 gramme d'eau de mer peut également les contenir, de même qu'elle contient des leucocytes et qu'elle n'est donc pas, loin de là, purement chimique. En conclusion, contrairement à l'enseignement erroné propagé par Mechnikov, le leucocyte n'a aucun pouvoir de phagocytose. Il ne mange aucun microbe. Il facilite au contraire la perpétuation de ces petits êtres par la morphocytose. Le leucocyte est une masse germinative, un génocyte, entre parenthèses, qui favorise la métamorphose de la bactériose en mycose. Les anticorps et les antibiotiques favorisent la formation des leucocytes. Le professeur Delbet et son disciple le docteur Neveu ont constaté que la leucocytose était favorisée par certaines solutions chimiques, notamment celle du chlorure de magnésium desséché. Mais méconnaissant les travaux de Béchamp et Tissot, ces 2 chercheurs donc Delbet et Neveu, ils n'ont pu comprendre leur mode d'action qui favorise, comme les anticorps ou antibiotiques, le développement mycélien de certains bacilles, de la diphtérie notamment, entre parenthèses, et en plus de celui de certains virus, poliomyélite, entre parenthèses. Donc bien que Delbet et Neveu ne connaissaient pas les travaux de Béchamp, nous rappelle ici le docteur Yves Cousigou dans ce livret qu'il écrit, ils ont quand même trouvé la solution naturelle contre la diphtérie, enfin pour permettre de ne pas tomber malade de la diphtérie et de développer également une poliomyélite avec le chlorure de magnésium, comme l'ont démontré leurs travaux qui ont été passés sous silence, moyen naturel très simple pour pallier à ces développements de maladies, quand bien même elles seraient suspectées. Il y a donc d'autres voies que la vaccination, et on nous dira par ailleurs, mais si c'était vrai, ça se saurait. Si ça se savait, il n'y aurait plus de vaccination. En vous en souhaitant une bonne réflexion, et à tout de suite pour le prochain chapitre pour continuer dans ces exposés extrêmement passionnants.